L'une des pires catastrophes militaires de la Seconde Guerre mondiale mena directement à ce qu'on peut sans exagérer qualifier du meilleur fusil au monde au moment de son apparition. Seules les unités d'élite allemandes pouvaient mettre la main dessus tant il était rare. Et quand les Alliés capturèrent les premiers exemplaires de ce nouveau fusil, ils commencèrent immédiatement à s'en inspirer. Disons-le franchement, certaines des armes les plus iconiques utilisées aujourd'hui portent encore un peu de son ADN. Alors, racontons toute son histoire. Ce qui mena à la création de ce fusil, c'est la catastrophe d'une seule mission, où les Allemands réalisèrent que leur système de déploiement de parachutistes était fondamentalement défaillant. Le 25 avril 1941, Hitler ordonna l'opération Mercure, qui allait devenir la première bataille de l'histoire où des forces aéroportées constituaient le corps principal d'invasion. Environ 22 000 parachutistes allemands furent engagés pour attaquer l'île grecque de Crète, depuis laquelle ils pourraient ensuite lancer d'autres opérations contre les forces alliées en Méditerranée. La défense de Crète était assurée par quelques 42 000 soldats britanniques, australiens, néo-zélandais et grecs, qui disposaient de deux avantages très importants sur les Allemands avant même que la bataille ne commence. Premièrement, le renseignement britannique avait déchiffré les messages Enigma allemands et connaissait l'heure, le lieu et à peu près tout le plan de l'attaque qui se préparait. Et deuxièmement, la Crète possède un relief montagneux avec peu de zones plates adaptées au largage de parachutistes. Les zones de saut étaient donc déjà très prévisibles. Malgré les forces massives que les Allemands avaient engagées pour cette opération, des centaines d'avions et unités de soutien prêts à être débarqués une fois les parachutistes maîtres des terrains d'aviation, leur système même de déploiement des parachutistes allait leur coûter très cher. Pour comprendre le problème, il faut d'abord regarder les parachutes allemands. Vous pensez peu, être que je m'éloigne un peu du sujet, mais suivez-moi, c'est important pour la suite. Les parachutes alliés avaient deux sangles de suspension attachés aux épaules, ce qui permettait aux parachutistes de sauter les pieds en avant et de descendre en position verticale, voire de diriger légèrement son parachute pendant la chute. Il atterrissait sur ses pieds, loin d'être en douceur, mais ça permettait aux parachutistes alliés d'emporter toutes ses armes et son équipement sur lui. Ce qui, vu qu'il sautait directement au combat, était extrêmement important pour être prêt à l'action. Le système allemand, lui, n'avait qu'un seul point d'attache entre les omoplates et toutes les suspentes convergeaient en deux sangles rejoignant ce seul point sur le harnais. Cela créait une expérience de saut totalement différente, nécessitant une technique entièrement différente. Le parachutiste devait effectuer ce qu'on appelait le saut carpé, soit fondamentalement sauter la tête la première, bras écartés, parce que s'il sautait les pieds en avant comme les parachutistes alliés, le violent choc de l'ouverture de la voilure le retournerait sens dessus-dessous et entortillerait ses jambes dans les suspentes. Ce qui, vous en conviendrez, n'est vraiment pas idéal quand on tombe vers le sol. Le parachutiste allemand ne pouvait pas du tout orienter son parachute et la technique recommandée était de rouler en avant à l'atterrissage pour éviter les blessures. En théorie, du moins. Ce système avait cependant un avantage. En sortant ainsi, la sangle de largage arrachait la voilure qui se gonflait entièrement en à peine 30 mètres. En 2 ou 3 secondes, le parachute était complètement déployé. Cela signifiait que les parachutistes allemands pouvaient sauter depuis des altitudes extrêmement basses, jusqu'à 75 mètres, ce qui réduisait considérablement le temps passé à flotter sans défense dans les airs en se faisant tirer dessus depuis le sol. Les parachutistes alliés, eux, avaient besoin d'altitudes bien plus élevées et passaient plus de temps à dériver dans les airs. Mais voilà ce qui allait conduire directement au FG-42. Parce qu'il devait effectuer ces acrobaties périlleuses au moment du saut, un parachutiste allemand ne pouvait vraiment pas emporter quelque chose de long et de lourd comme un carabineur 98 ou une mitrailleuse. Pour éviter que l'arme ne se retrouve dans sa propre personne lors de l'atterrissage, les Allemands avaient conclu qu'il valait mieux ne porter qu'un pistolet, quelques grenades et un couteau. Le reste des armes et de l'équipement atterrirait séparément dans des containers spéciaux. Ces containers avaient leur propre parachute et étaient bien conçus, équipés même de roues pour faciliter le transport. Ils pouvaient contenir environ 90 kg d'équipement, les plus grands ayant une capacité de charge de près de 700 kg. Ils étaient accrochés comme des bombes sous les avions de transport et largués simultanément avec les parachutistes. En théorie donc, quand tout se passe bien, ce qui sur un champ de bataille n'arrive pratiquement jamais. Les containers atterriraient près des parachutistes. Ceux-ci iraient les récupérer, les ouvriraient, prendraient tout ce dont ils ont besoin pour le combat et partiraient. Vous voyez déjà le problème se profiler. Quand les avions allemands transportant les parachutistes s'approchèrent à basse altitude de la Crète au matin du 20 mai 1941, ils ne savaient absolument pas que c'était sur le point de devenir l'un des pires jours de l'histoire des opérations aéroportées.
D'abord, ils volèrent droit dans un feu nourri et bien préparé de la défense antiaérienne. Ils étaient touchés avant même de pouvoir sauter. Et ceux qui atterrirent encore entiers allaient découvrir tous les défauts de ce système. Les containers avec les armes se dispersèrent aux quatre vents sur le champ de bataille, beaucoup atterrirent directement aux mains de l'ennemi ou restèrent accrochés dans les arbres, et ceux que les Allemands pouvaient atteindre devaient être récupérés sous le feu ennemi. Plusieurs unités allemandes furent complètement anéanties en quelques minutes d'ouverture des combats. La vague de l'après-midi ne fit pas mieux, voire pire dans certains secteurs, les parachutistes allemands devant se battre presque uniquement avec leurs pistolets et leurs grenades. Et pour ajouter encore une couche d'horreur, les civils crétois n'étaient vraiment pas ravis de voir débarquer des envahisseurs allemands. Ils attaquèrent donc les parachutistes à peine armés avec des gourdins et des haches. On peut seulement imaginer la scène. Les Allemands finiraient par gagner et se vengèrent horriblement de ce qui était arrivé à leurs unités aéroportées. Mais cette phase initiale de l'opération leur coûta plus de 4000 parachutistes tués et plus de 200 avions détruits. Après la Crète, les Allemands ne tentèrent plus jamais une opération aéroportée d'une telle ampleur, précisément à cause de ce qui s'y était passé. Mais c'est toute cette épreuve qui mena au fusil dont il est question aujourd'hui, le FG-42. L'escouade d'infanterie allemande était organisée autour de la mitrailleuse, la fameuse MG-34 et MG-42 dont vous avez tant entendu parler. La plupart des soldats étaient armés du fusil à verrou carabiné 98. Je sais que vous allez penser qu'il existait de nombreuses autres armes chez les Allemands, comme le MP-40, le CG-44 ou le Gewehr 43, et c'est vrai. Mais le fait est qu'elles existaient en bien plus petit nombre. Et les images que vous voyez de la Seconde Guerre mondiale proviennent majoritairement d'unités mieux équipées, délibérément filmées à des fins de propagande. On fabriqua un peu plus d'1 million de MP-40, environ 400 000 CG-44 et un nombre similaire de Gewehr 43. Et il y avait plus de 14 millions de carabinaires 98. Vous voyez donc quelle était la vraie arme de guerre de l'infanterie. Les fusiliers avaient pour rôle de protéger les mitrailleurs ou de progresser sous couverture de leurs tirs, qui constituait la principale source de puissance de feu de l'escouade allemande. C'est exactement l'inverse de la façon dont les Alliés organisaient leurs escouades. Mais c'est un autre sujet. Le point important, c'est que les Fallschirmjäger, terme allemand pour les parachutistes, bien qu'étant des troupes d'élite sous commandement de la Luftwaffe, étaient armés des mêmes armes. Peut-être avaient-ils davantage de pistolets mitrailleurs que l'infanterie régulière, mais le carabinet 98 restait l'arme principale même pour eux. Après le désastre de Crète, les Allemands voulaient un fusil avec lequel les parachutistes pourraient sauter, comme le faisaient les Alliés. Et par-dessus tout, ils voulaient combiner toutes les caractéristiques d'un pistolet mitrailleur, d'une mitrailleuse légère et d'un fusil en une seule arme. Et tout ça dans un ensemble léger et compact qui n'existait nulle part au monde. Quand les concepteurs d'armes allemands virent ces exigences, ils dirent qu'on leur demandait de créer un Légende Wollmilchsau. Nos spectateurs germanophones comprendront immédiatement. Mais pour les autres, cela se traduit littéralement par cochon-laine laiteux. Autrement dit, un animal fantastique qui pond des œufs, donne de la laine, du lait et de la viande tout à la fois. C'est une expression sarcastique, désignant une attente irréaliste, selon laquelle une seule chose pourrait remplir de nombreux rôles totalement différents à la perfection, ce qui décrit exactement ce nouveau fusil qu'ils voulaient. Sauf qu'ils allaient vraiment en faire un. Malgré l'interdiction faite par Hitler de lancer de nouvelles opérations de ce type, Hermann Göring, deuxième personnage le plus puissant de l'Allemagne nazie, ordonna personnellement le développement de cette nouvelle arme spécifiquement pour les parachutistes relevant de sa Luftwaffe, pas de l'armée. Sans lui, cette arme serait depuis longtemps l'un des nombreux projets abandonnés. Quoi qu'il en soit, à travers le chaos politique habituel, les concours de conception, la corruption et tout le reste, ils aboutirent finalement au Fallschirmjägergewehr 42, qui se traduit littéralement par fusil de parachutiste, plus connu simplement sous le nom de FG-42. Voici maintenant à quoi ressemblait le fusil achevé, et pourquoi il était si remarquable sur le plan technique, et pourquoi rien de comparable n'existait à l'époque. C'est un fusil automatique à sélecteur de tir, chambré pour la cartouche pleine puissance 7, 92,57 mm Mauser, le même projectile qu'utilisaient les fusils et mitrailleuses allemands. Au cœur du FG-42 se trouvait un mécanisme à emprunt de gaz avec culasse rotative adapté de la mitrailleuse légère Lewis de la Première Guerre mondiale, lui conférant un fonctionnement fiable mais compact. La caractéristique la plus intéressante est qu'il pouvait tirer en automatique depuis une culasse ouverte, ce qui était excellent pour le refroidissement du canon et pour prévenir les départs involontaires quand une cartouche reste en chambre après un tir prolongé. Il pouvait aussi tirer en semi-automatique, mais depuis une culasse fermée. Cela s'explique par le fait que tirer depuis une culasse ouverte, quand on appuie sur la gâchette, toute la culasse,
qui est une pièce métallique lourde, avance, engage la cartouche et la tire, secouant tout le fusil et rendant difficile un tir précis en coup par coup, eh bien, le FG-42 tirait les coups isolés depuis une culasse fermée, ce qui réglait ce problème, lui permettant également de servir de fusil de précision, et il pouvait même recevoir un viseur optique. Il suffisait de choisir entre ces deux modes grâce à un seul sélecteur de tir, rien de plus. Certes, cela ajoutait de la complexité et entraîna par la suite des problèmes de fiabilité, ce qui explique pourquoi aucune autre arme de série n'adopta cette approche, mais c'est tout de même une conception ingénieuse. Il y a ensuite la crosse en ligne droite. Sur pratiquement tous les fusils et mitrailleuses de l'époque, la crosse s'inclinait vers le bas à partir de la boîte de culasse. Ainsi, la ligne imaginaire prolongeant l'axe du canon se trouvait au-dessus du point où la crosse venait s'appuyer contre l'épaule du tireur. La force du recul était donc dirigée au-dessus de l'épaule, provoquant un relèvement du canon au tir, surtout en mode automatique. Le FG-42, lui, avait canon, boîte de culasse et crosse parfaitement alignée en ligne droite de la bouche à l'épaule du tireur. La force de recul était ainsi renvoyée directement en arrière et le relèvement du canon considérablement réduit. L'arme était donc bien plus maîtrisable en tir automatique. Et la cartouche Mauser 7, 92 mm, a une énergie considérable derrière elle. Le recul n'est pas une plaisanterie, surtout quand on sait que le FG-42 cadençait à environ 900 coups par minute, réduit à quelques 750 dans les modèles ultérieurs. Mais c'est tout de même une cadence de tir conséquente. En conséquence, un chargeur de 20 cartouches durait environ 1 seconde et demie en tir continu, et les organes de visée durent être relevés en raison de la conception en ligne droite. Il y a ensuite ce chargeur boîte de 20 cartouches qui, au premier regard, semble curieusement disposé horizontalement sur le côté gauche de l'arme. Mais il était conçu ainsi pour une raison précise. Comme le chargeur était latéral plutôt qu'en dessous, l'espace sous et derrière la boîte de culasse était libre, permettant à la culasse de reculer dans la crosse. C'était important pour respecter la longueur maximale d'1 mètre, tout en conservant un canon plus long. Le canon mesurait environ 50 cm et l'arme entière environ 94 cm, ce qui est un rapport longueur de canon sur longueur totale très efficace. La contrepartie était un déséquilibre de poids, car un chargeur plein était assez lourd et faisait pencher l'arme vers la gauche, mais il faut bien faire des concessions. Le premier modèle du FG-42 avait une poignée pistolet caractéristique fortement inclinée à 45 degrés. Elle était spécialement conçue pour réduire le risque qu'elle s'accroche dans les sangles du harnais lors d'un saut. Mais quand le modèle ultérieur arriva, elle fut remplacée par une poignée quasi verticale. À ce stade de la guerre, en effet, les parachutistes ne combattaient plus qu'au sol, rendant cette poignée particulière inutile. En progressant vers la bouche, on trouve deux caractéristiques assez intéressantes. La première est un bipied pliant sous le canon pour pouvoir l'utiliser comme mitrailleuse légère en position couchée. Il n'était cependant pas très apprécié des soldats car il n'avait pas de mécanisme de verrouillage et se repliait si le fusil n'était pas solidement appuyé contre l'épaule. Ensuite, il y a une baïonnette, épieu intégré replié sous le canon. Un frein de bouche à l'extrémité du canon déviait les gaz sur les côtés et en arrière pour réduire le recul, ce qui aidait à maîtriser l'arme en tir automatique, mais la rendait extrêmement bruyante avec un flash assez spectaculaire. Elle pesait un peu plus de 4 kg. La première utilisation opérationnelle du FG-42 eut lieu lors de la spectaculaire opération Eiche, le sauvetage du dictateur italien déchu Benito Mussolini. Environ 90 parachutistes avec des planeurs atterrirent sur un terrain horriblement rocailleux. Ils surprirent cependant les gardes des carabiniers italiens qui se rendirent sans résistance, et le nouveau fusil n'eut pas l'occasion de faire ses preuves au combat ce jour-là, aucun coup de feu n'ayant été tiré. Puis vint le Monte Cassino, où ce nouveau fusil allait être mis à l'épreuve dans les combats les plus intenses de la campagne d'Italie et l'un des engagements les plus brutaux de toute la guerre. La 1 division de Fallschirmjäger défendait ce secteur important, et c'étaient les soldats les plus aguerris que l'Allemagne possédait. Les Alliés leur donnèrent le surnom de Diable Vert. Ils se fortifièrent dans les ruines du monastère, et de là, avec leurs nouveaux fusils, infligèrent des pertes catastrophiques aux Alliés qui tentèrent de les déloger lors des 4 batailles du Monte Cassino. Les parachutistes allemands utilisaient presque exclusivement le tir semi-automatique, le tir automatique n'étant pas vraiment pratique en raison du faible poids de l'arme et des chargeurs de seulement 20 cartouches, mais il offrait une puissance de feu nettement supérieure aux fusils à verrou ou semi-automatiques. Puis quand les Alliés débarquèrent en Normandie le jour J, les unités de Fallschirmjäger furent engagées dans la défense de la France, et c'est là que se trouvait la plus grande concentration de FG-42 de toute la guerre. Il était particulièrement adapté aux combats rapprochés dans le bocage normand, et les Alliés furent plus qu'impressionnés quand ils capturèrent quelques exemplaires du fusil.
Comme il fut déployé en plus grand nombre en Normandie, les Alliés pensèrent à tort que ce nouveau fusil allemand existait en bien plus grand nombre qu'en réalité. La vérité, c'est que le nombre de FG-42 produits est infime en comparaison des autres armes. Un peu plus de 7000 seulement furent fabriqués pour toute la guerre, en raison de tous les facteurs allant des complications politiques au sein du commandement allemand aux pénuries de matériaux à ce stade de la guerre où l'Allemagne perdait sur tous les fronts et était ravagée par la campagne de bombardement allié. La conception était bien plus complexe et coûteuse que celle des autres fusils, donc elle ne fut jamais priorisée. Elle n'était distribuée qu'aux unités de parachutistes d'élite, et posséder un FG-42 était devenu une sorte de symbole de statut tant il était difficile à obtenir. À l'ouverture de la bataille des Ardennes, les Allemands menèrent leur dernière opération aéroportée de toute la guerre, l'opération Stösser. Et si cela est possible, ce fut encore un plus grand désastre que la Crète. Quelques 1200 parachutistes devaient être largués derrière les lignes américaines dans les Ardennes pour s'emparer d'un carrefour stratégiquement important et le tenir pendant 24 heures, le temps qu'une division Panzer perce jusqu'à eux. Mais avant même que la mission commence, tout commença à mal tourner. Beaucoup des hommes désignés pour l'opération n'avaient jamais effectué de saut en parachute. Seulement 20% étaient qualifiés pour sauter avec leurs armes, et les autres auraient besoin de ces fameux containers. Même s'ils avaient eu suffisamment de FG-42, ils n'avaient pas des parachutistes correctement entraînés pour utiliser ce fusil, précisément conçu pour résoudre ce problème du saut sans armes. Quelques 100 pilotes de transport Junkers 52 étaient eux aussi pour la plupart jeunes et inexpérimentés. Le largage eut lieu juste après minuit le 17 décembre, dans une puissante tempête de neige et de vent. Seulement 10 avions atteignirent réellement la zone de saut correcte. 250 hommes furent largués à 80 km de leur objectif, et 10% de pertes furent enregistrées rien qu'à l'atterrissage dans ces conditions épouvantables. Ils parvinrent à rassembler environ 300 hommes, avec à peine assez de munitions, tandis que les panzers ne purent percer jusqu'à eux et ne vinrent tout simplement jamais. Le soir de Noël, la force transie de froid envoya une note de reddition à l'unité américaine la plus proche. Aucun fusil futuriste de l'ère nouvelle ne pouvait aider la situation allemande, qui était désormais bien au-delà de tout point de non-retour. Quand les Alliés capturèrent les premiers exemplaires du FG-42, ils en furent plus que fascinés, rien de tel n'existant réellement à l'époque. Ils les examinèrent et les testèrent minutieusement et tirèrent bon nombre d'enseignements qui seraient par la suite implémentés dans diverses armes célèbres, comme la mitrailleuse américaine Me-60 par exemple. Celle-ci est en quelque sorte issue de la fusion de composants du FG-42 et de la MG-42 avec quelques touches américaines. Les Américains prirent un FG-42 capturé, renforcèrent la boîte de culasse, puis greffèrent dessus le couvercle d'alimentation par bande et le mécanisme d'une MG-42, créant ainsi un hybride Frankenstein de deux armes allemandes qu'ils appelèrent le prototype T-44. Celui-ci allait évoluer par un travail d'affinement supplémentaire pour devenir le M60, qui allait caractériser la guerre du Vietnam et les films de guerre des années à venir. Quant au FG-42, son histoire s'acheva avec la défaite de l'Allemagne. Moins de 200 exemplaires documentés survivent dans le monde et ils sont incroyablement prisés en raison de leur rareté. Lors d'une vente aux enchères en 2023 par exemple, un FG-42 de type 1 fut vendu pour l'équivalent de 420 000 €, tandis que les types 2 atteignent facilement plus de 275 000 €. Et si vous voulez en tirer quelques coups, vous pouvez le faire dans un stand de tir spécialisé au Texas pour la modique somme d'environ 4 600 €.